Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Omer, dans la ville de François de Coster, que vous connaissez. Merci François de nous recevoir aujourd'hui. Écoute, c'est la première fois, on est dehors, à l'air libre. J'ai traversé un peu ta ville tout à l'heure, j'ai vu les marchés, les gens, la joie. Ça fait du bien. Hein. Ça faisait du bien, vraiment. On a ressenti toute la journée, toute la matinée, on était au marché parce que c'est un grand rendez-vous hebdomadaire, ce marché. Il y avait du plaisir d'être ensemble, d'être à l'extérieur, d'aller prendre ensuite une petite bière de Saint-Omer en terrasse, de pouvoir se dire qu'on allait se retrouver dans l'après-midi, demain, pour aller aux courses ou pour aller au concert de l'infanterie militaire au jardin public, parce qu'on fait les 125 ans de notre jardin public. En tout cas, on sent qu'il se passe quelque chose, on est content de se revoir. Et puis on est content de pouvoir faire cette permanence aussi en plein air. Ouais, c'est une tellement belle ville. Je dois dire que vraiment, alors là, c'est le maire, je parle au maire, mais vous avez fait un boulot. C'est une ville tellement agréable. Moi, à chaque fois que je viens, alors vraiment, c'est un bonheur. J'étais à Lille tout à l'heure, je suis passé devant l'Institut de la photo, on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, les Hauts-de-France, c'est ça. Pour moi, vraiment, on est ici dans une ville comme chaleureuse, avec des gens qui sont proches. Vraiment, on est vraiment bien. On est sur un territoire dont on parlera tout à l'heure avec Marie-Noëlle Delair. Hein. On fait équipe ensemble pour cette campagne sur le territoire audomarois, avec, je vais dire, une particularité d'avoir un équilibre entre l'urbain, le rural. On est aussi proche du littoral, mais aussi de la métropole lilloise, donc de la très grande ville. Donc c'est un territoire qui cherche toujours son équilibre, et je pense que c'est dans cet équilibre qu'il trouve son bien-être aussi. C'est pour ça que d'ailleurs les questions de culture sont des questions qui sont très inscrites, j'allais dire même enracinées dans ce territoire. Ça fait partie de l'ADN de l'histoire de l'Audomarois. On a sans doute eu des premières qui ont été faites ici. On a par exemple eu très tôt au 19e siècle une école nationale de musique et de danse qui finalement est l'ancêtre de notre conservatoire aujourd'hui d'agglomération, qui est le plus grand conservatoire de la région par le nombre de ses élèves, devant Lille. Hein, il y a 2600, 2700 élèves, parce que c'est un conservatoire d'agglomération qu'on a créé il y a quelques années. Le rassemblement des forces, hein, l'intelligence collective, ça c'est vraiment quelque chose à laquelle je suis très attaché, de se dire que l'École nationale de musique de danse, qui est devenue conservatoire, pouvait se rassembler aussi avec les écoles de musique municipales, et puis créer de la transdisciplinarité. C'est très important. Donc on enseigne la musique, la danse et les arts plastiques. C'est aussi quelque chose qui est important pour une politique culturelle finalement aussi, c'est de se faire rencontrer les différentes filières, bien sûr les structurer, faire en sorte que les filières où il y a besoin de construire ensemble de la cohésion et de la dynamique de filière, le faire, c'est ce que la région a essayé de faire. Et puis là où on peut aussi se faire rencontrer les artistes, les créateurs, et bien faire en sorte qu'il y ait de la pluridisciplinarité, et ben, également ici, dès la formation, alors la formation avec des petits-enfants jusqu'à la préparation de l'enseignement supérieur, on va très loin, puis après on va à l'école supérieure de musique et de danse à Lille par exemple, et c'est aussi un territoire où on a créé récemment un établissement public de coopération culturelle, la Barcarolle, qui est aussi le rassemblement d'un centre culturel de la ville de Saint-Omer et de la communauté d'agglomération. Donc on essaye de faire ensemble, et je pense que voilà, c'est aussi peut-être cette expérience audomaroise, moi, qui m'a beaucoup aussi inspiré dans la manière dont, avec Xavier Bertrand, avec les élus du conseil régional, on a essayé de créer cet élan collectif. C'est de se dire que c'est en se rassemblant qu'on pouvait imaginer une nouvelle politique culturelle. Et de le faire à partir d'éléments de grande force. Je viens de citer par exemple notre éducation artistique et culturelle à Saint-Omer et dans notre communauté d'agglomération, mais c'est vrai aussi pour le faire avec de nouveaux venus, pour pouvoir faire en sorte tout simplement qu'on puisse créer cette nouvelle ambition et de la faire à la fois les collectivités et les acteurs culturels. En 2016, c'est comme ça qu'on a commencé d'ailleurs. Mais l'idée de l'équipe, bon, elle reste évidemment très, très centrale. On a des invités, hein, c'est le principe à chaque fois de ces petites émissions qui sont sans prétention. Hein. On est là dans des conditions qui sont vraiment des conditions très très simples. On n'est pas, c'est pas un studio de télévision, donc on reçoit des gens qui peuvent nous parler, qui partagent notre intérêt pour un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, bon, c'est la culture et c'est le territoire
de la région de Saint-Omer. Donc, je vais vous donner un instant à chacune pour vous présenter, dire un petit mot. Puis après, on parlera un peu du bilan culturel, peut-être de la région, de ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait. Et puis après, on parlera encore un peu des territoires. Je vous laisse dire un petit mot. Oui, donc Marie-Noëlle Delair, candidate aux élections régionales. Je suis issue de la ruralité. J'habite Moule, un village qui est à 10 km de Saint-Omer, qui fait partie de la CAPSO, de la communauté d'agglomération de Saint-Omer. Et c'est vrai qu'au niveau de la culture, aujourd'hui, les enfants des communes rurales peuvent suivre des cours de musique à un tarif très intéressant, à raison de 80 € l'année. Cette culture musicale est venue à eux. On a organisé des choses aussi avec la CAPSO, et nous, à notre, dans nos communes rurales, on fait également des choses. Il y a énormément d'associations, de bénévoles qui veulent faire parler de leur village. Et on a des idées. On a, par exemple, à Moule, on fait une grande fête gauloise tous les ans qui réunit 7 à 8 000 personnes sur le site de la salle polyvalente. Cette fête gauloise où on prépare 1600 repas avec les jambons à l'ancienne, etc., les bénévoles des paysans gaulois. Tous les bénéfices réalisés au cours de cette journée vont servir à mener des actions pour les enfants tout au long de l'année. Donc, nous organisons, puisque je suis secrétaire de l'association Les Amis du 14 juillet, nous organisons un spectacle de marionnettes, par exemple, avec le théâtre La Filoche. On les emmène au Cirque de la Générosité, on les emmène au cinéma. On essaye d'avoir des petites actions comme ça à notre dimension. Mais nous avons des demandes. Les adolescents nous disent, mais à quand un concert dans la ruralité, sachant que les communes rurales disposent de sites tout à fait appropriés à ce genre d'événements. Des demandes aussi sur la connaissance du patrimoine. Ça peut commencer à l'école primaire, le patrimoine local, l'histoire de leur église, l'histoire de leur village. Enfin, tout ça, ce sont des actions que l'on peut encore développer. On a encore de quoi faire. Merci. Je me tourne. Elisabeth Fett, qui est donc la directrice artistique de la compagnie Le Saut du Tremplin, qui mène beaucoup d'actions tout au long de l'année, très variées. Et puis, il y a un point d'orgue qui est le Grand Festival Sous les Pavés l'Art, qui est un festival qui a été créé il y a quelques années et puis qui a pris une ampleur très, très forte, qui justement, comme le disait Marie-Noëlle, permet d'aller à la fois sur la ville, sur le pôle urbain et aussi dans les communes rurales. C'est la capacité aussi d'essayer de faire en sorte que la culture, elle soit aussi un élément de convivialité dans l'appréciation du territoire. On a plusieurs grands événements. On va bien sûr parler du festival, mais si je pense au festival de jazz, d'ailleurs, on va pouvoir le refaire du 2 au 5 juillet prochain, on a essayé de le faire de manière à ce qu'il puisse proposer des moments sur le pôle urbain, et puis aussi des moments dans les communes rurales. Donc on essaye à chaque fois. Je me souviens que la première année où on a créé l'établissement public de coopération culturelle, la Barcarolle, en 2017, on avait 48 des 53 communes de la communauté d'agglomération qui avaient accueilli un spectacle de la Barcarolle. On a par exemple, parce qu'ici on a découvert l'un des derniers First Folio, des œuvres de Shakespeare en novembre 2015, eh bien c'est à partir de cela qu'on a créé le festival Shakespeare Days. Eh bien on essaye de faire venir des compagnies qui vont proposer à la fois donc parfois la même pièce dans le théâtre à l'italienne qu'on a rénové grâce à nos partenaires de l'agglomération, du département et de la région Hauts-de-France et de l'État. Mais c'est la même pièce qu'on va voir aussi dans les salles polyvalentes qu'évoquait Marie-Noëlle, parce que c'est important qu'on puisse montrer que la culture, c'est un vecteur d'union et de réunion. Je laisse parler Elisabeth, parce qu'elle a fait des choses et elle va continuer à faire des choses incroyables. Merci, mais en même temps, vous avez dit beaucoup de choses. Merci de tout ça. Merci des possibles au faire, notamment par votre biais, parce que si tout ça a pu émerger, c'est grâce à vous aussi, votre soutien, votre foi dans les projets qu'on a pu proposer. Je me souviens des premiers rendez-vous. C'est un pari fou que de se dire... Alors, pour situer un peu, le Saut du Tremplin a 10 ans cette année. On a voulu installer la structure sur les 5 premières années
se conforter dans nos activités culturelles qui sont, comme vous l'avez dit, assez variées, qui vont des ateliers théâtre auprès de tout public, que ce soit des particuliers, dans des structures aussi qui peuvent être la mission locale, en centre de détention à Longnes. Donc on couvre un maximum de publics. Partout où il y a de l'humain, on peut intervenir, c'est ça qui est intéressant. Il y a également des créations, alors des créations qui vont être plus artistiques ou des créations qui vont être orientées sensibilisation sur les addictions, sur la sexualité des personnes en situation de handicap. Donc on a la potentialité de créer des spectacles sur mesure, sur des thématiques sociétales qui posent à réfléchir, qui posent à se rassembler, à se questionner ensemble. Donc ça, c'est important aussi dans notre domaine d'activité, qui est le saut du tremplin. Tout ça nous a permis de nous ancrer sur le territoire et au moment où on s'est senti prêt de proposer ce festival d'art de rue. J'ai oublié de dire que le saut du tremplin a une identité artistique assez forte, qui est le clown contemporain, qui est un cousin du clown du cirque. Et c'est ce que l'on porte, c'est ce que l'on draine au travers de nos différentes actions. Et le festival Sous les Favelas, qui aurait dû vivre sa 5e édition en 2020, mais qui la vivra en 2021. C'est sûr, c'est sûr. Est orienté clown. C'est un beau festival, comme vous l'avez dit, qui a connu une croissance et une reconnaissance. Et je dirais au niveau national, parce que le clown reste une niche artistique, très rapidement. Parce qu'il y a une qualité des artistes que l'on accueille de programmation, mais également une qualité publique. Parce que le public audomarois est un public très réceptif, très à l'écoute, très curieux et avide de culture. Mais ça, je pense que c'est aussi tout ce qui a été semé, parce qu'on reste des semeurs dans le monde de la culture, et qui a germé et qui permet aujourd'hui aussi à Sous les Favelas de prendre un essor qui au départ c'est pas attendu, on l'attend bien entendu, mais c'est un pari finalement. Et le pari est gagné, quand bien même la crise Covid vient redispatcher le jeu. Je pense que on est dans l'espoir. Je le disais tout à l'heure que la culture, c'est aussi le message de l'espoir et de l'avenir, et j'ai la forte espérance qu'en 2021, la 5e édition du festival, grâce à nos collaborations, aura lieu. Et vous avez parlé d'Abar Carole, ce sont aussi des acteurs avec lesquels nous travaillons dans une même vision d'avenir et de partage. Je crois que aussi le fait de rappeler que c'est du travail, ça prend du temps, ça prend des années aussi, parce que c'est tout un parcours qu'on crée. Et c'est vrai que l'éducation artistique et culturelle, c'est une dimension très très forte pour ce territoire, et c'est au cœur de la politique culturelle régionale. On a vraiment voulu partir vraiment des habitants, se dire il y a 6 millions d'habitants dans notre région, il faut que la politique culturelle puisse s'adresser aux 6 millions. Alors, évidemment, il y a les publics qui sont des publics avec lesquels, naturellement, la région est en contact. On va penser notamment aux lycéens, on va penser aux apprentis. On a essayé de rajouter une dimension culturelle dans ces politiques menées dans les lycées et dans les centres de formation d'apprentis, de faire en sorte qu'on puisse créer des parcours. Ce n'est pas seulement, j'allais dire, le spectacle une fois et puis tout le monde repart. Non, faire vraiment un parcours avec une collaboration entre les établissements, les compagnies ou les artistes, pour faire en sorte qu'ils se préparent, qu'ils puissent ensuite vivre le spectacle, vivre l'œuvre, et puis ensuite se retrouver. Donc ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, ça veut dire un vrai travail sur le maillage territorial. 2015, ce sont 2 régions très différentes finalement qui se rassemblent, qui ont mené des politiques culturelles très différentes. Entre l'ancien Nord-Pas-de-Calais et l'ancienne Picardie, on a vraiment 2 paysages, 2 géographies qui font que naturellement, on a des politiques culturelles qui sont différentes et qui se sont beaucoup enrichies. C'est tout le travail que le président Xavier Bertrand a souhaité au départ du mandat, c'est-à-dire construire cette nouvelle politique culturelle en la créant ensemble. C'est-à-dire qu'on a passé une année, tout au long de l'année 2016, avec des ateliers pour dire justement, avec les acteurs culturels, comment vous voyez cette nouvelle région, comment vous voyez cette ambition,
qui a été posée comme une ambition forte du mandat de Xavier Bertrand pour dire nous avons besoin d'avoir véritablement de nouveaux outils pour pouvoir toucher l'ensemble des habitants et l'ensemble des territoires de la région. Comment voyez-vous les choses? Et on a défini 4 grands axes, tout simplement. Le premier, c'est celui de la création artistique. La création artistique, il n'y a pas de culture, en tout cas d'avenir à la culture, s'il n'y a pas de création régulière qui soit encouragée. Ça veut dire, bien sûr, il y avait des grands lieux déjà de création qui étaient là, mais il y a une attention aussi à pouvoir accompagner également la création dans d'autres territoires. Ça a été tout un programme de résidence qui a été conforté. C'est tout un travail sur l'émergence aussi. Là, il y a encore du travail. On parlait avec Marie, ce qu'on peut encore faire sur l'émergence. On sait qu'on peut encore aller plus loin pour mieux repérer encore l'émergence. Mais la création artistique, c'est le premier axe. Pourquoi? Parce que ça a été aussi une ligne de fracture avec notre majorité et puis l'opposition régionale. Moi, ce qui m'avait totalement frappé, c'est une des premières commissions permanentes où finalement la notion même de création artistique avait été, bonjour Bruno, viens, rejoins-nous, avait été même contestée par l'opposition régionale. On va dire, appeler un chat par son nom, c'est l'extrême droite qui ne veut pas cette même conception que nous avons de la création artistique et qui avait en pleine commission permanente lu des œuvres qui étaient programmées finalement à un festival pour dire, vous entendez, on ne peut pas, on ne doit pas entendre ces mots-là dans un festival qui reçoit des subventions de la région. Et qu'est-ce que c'était ces mots? C'était des mots d'amour qui étaient les mots d'Aragon, les mots de Baudelaire. Moi, je pense qu'on a eu raison de tenir. On a tenu bon pour protéger la création artistique, pour protéger les artistes pendant ces 5 années et demie, parce qu'on avait vraiment en face de nous une opposition qui les mettait en risque. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est bien sûr les habitants. C'est pour ça que j'ai parlé de l'éducation artistique et culturelle, mais c'est aussi donner la capacité d'aller dans les lieux. C'est des questions de mobilité et dans les deux sens, pour pouvoir aller vers les lieux, mais aussi que les propositions artistiques puissent aller vers les territoires. Et ça a été aussi un élément très, très important. Et puis, l'éducation à l'image, par exemple, qu'on a beaucoup renforcé aussi, et les pépites qui existaient en Picardie sur ce domaine-là, on les a généralisées sur l'ensemble du territoire de la région Hauts-de-France. Troisième axe, ça a été évidemment de travailler avec les territoires. La région, elle s'est posée vraiment comme un partenaire d'ambition culturelle des territoires pour pouvoir voir là où il y avait besoin de consolider des lieux, là où on pouvait favoriser des festivals, des temps forts. Ça a été extrêmement important d'être à l'écoute des territoires. Donc, la politique culturelle, on l'a construite puis déclinée avec les territoires en allant avec toutes les équipes de la direction de la création artistique et des pratiques culturelles, avec les élus concernés, avec Anne Pinon, qui était notre présidente de commission, eh bien, dans les différents territoires pour faire en sorte que, eh bien, on ne lutte pas les uns contre les autres. Il ne fallait pas qu'il y ait la politique culturelle du territoire et celle de la région, mais qu'au contraire, on ait des convergences et qu'on s'inscrive là-dedans. Cet aspect-là, il a été important aussi dans la relation avec les acteurs culturels, notamment ce qu'on a appelé les contrats pluriannuels d'objectifs. On a fait un énorme travail pour pouvoir créer ces contrats, pour donner de la lisibilité, j'allais dire de la sérénité. Il y a besoin de sérénité quand on crée. On ne peut pas créer dans la menace, dans le doute, et en se demandant si le lendemain, on aura encore la possibilité de... Et donc, ces contrats, on a fait un gros travail sur toutes les structures dites labellisées, et on veut les prolonger sur toutes les structures qui sont accompagnées par la région. Le quatrième axe, pour ne pas être trop long, c'est un axe de rayonnement, parce qu'on a redonné beaucoup de fierté aussi aux habitants de notre nouvelle région. C'est d'ailleurs les habitants qui ont choisi, un peu dans le cadre de la politique culturelle, le nouveau nom, puisque c'est aussi en ayant ce dialogue dans les lycées, dans les CFA, et puis plus généralement avec toute la population, en montrant les grands noms de la culture française, comme Jean de La Fontaine, dont peut-être à Saint-Omer, on ne savait pas que c'était un enfant des Hauts-de-France, en rappelant finalement toute cette densité culturelle française qui a pour origine finalement la région Hauts-de-France. On a donné vraiment la fierté et finalement se dire que c'était notre région, qu'on en était fiers et qu'on a trouvé ensemble le nom de la région et qu'au travers de la politique culturelle, on a développé des coopérations au-delà de la région
avec nos voisins flamands, par exemple. On a aussi aidé les acteurs culturels à dépasser les frontières. L'Orchestre national de Lille, qui était juste avant le confinement au Royaume-Uni, quelques semaines avant. Ce sont des rayonnements, des outils de rayonnement qui sont très importants, et aussi pour que nos artistes puissent aussi aller se faire connaître à l'extérieur de notre région. Bon, une grosse opération sur le spectacle vivant avec Hauts-de-France en Avignon, qu'on a renforcé, qu'on a complètement ouvert à l'ensemble des compagnies de la région. C'était un ancien outil de la région Nord-Pas-de-Calais qui est devenu un outil de l'ensemble de la région des Hauts-de-France. On voit bien que quand on va au Festival Avignon, la région Hauts-de-France, ce n'est pas n'importe quelle région. C'est une région qui soutient ses artistes, qui soutient ses compagnies, et c'est reconnu comme tel. Ça donne de la fierté, mais ça donne de la visibilité aussi. Voilà, c'est des choses qu'il faut continuer, évidemment, parce que là, comme Elisabeth vient de le dire, on vient de passer quelques mois extrêmement difficiles. C'était dur pour la culture, avec peut-être des fragilités qui sont apparues. Il va falloir que dans les semaines et les mois qui viennent, on fasse un vrai travail d'audit avec les différentes structures. Il y a des structures qui, parce qu'elles ont des caractéristiques de permanence qui s'en sortent financièrement bien, mais psychologiquement, il y a aussi des difficultés. Mais par exemple, hier, dans une grande structure que je préside, on a évoqué ce devoir de solidarité que l'on aura à l'égard des acteurs culturels qui n'ont pas cette permanence. Donc ça veut dire un gros travail qui va être très fin pour pouvoir faire ce diagnostic. Où en sommes-nous après 5 ans et demi d'une politique culturelle qui a placé finalement la région de France parmi, on est vraiment la première région française par son ambition, par les moyens qu'elle met à disposition de la culture parmi toutes les régions. C'est quelque chose de totalement inattendu peut-être lorsque ça a été annoncé par Xavier Bertrand en février 2016. C'était à Amiens pour le 50e anniversaire de la fondation de la Maison de la Culture, avec donc le 50e anniversaire de ce discours aussi d'André Malraux. Et Xavier Bertrand s'est mis dans les pas pour dire on va développer une grande politique culturelle, on va la créer ensemble, on va lui donner les moyens. Eh bien, le résultat aujourd'hui, c'est que le chemin, il est reconnu par tous, et il est reconnu au-delà des régions, de la région de France, et ça, c'est très important. Donc ça, c'est quelque chose qu'on emmène avec nous, mais c'est quelque chose aussi qui vient de traverser comme le monde entier, finalement une période qui était très dure, très pénible, qui crée plein de fragilités, comme je viens de le dire. Pour les acteurs culturels, il va falloir qu'on regarde l'ensemble de ces deux choses-là pour pouvoir construire l'avenir de la politique culturelle dans la région de France. On va passer là. Je voulais te poser une question aussi sur le cinéma. C'est vrai que aujourd'hui, les Hauts-de-France, c'est vraiment une terre de cinéma. Il y a eu ce grand projet autour de Sérimania qui, malheureusement, là aussi, pour le Covid, n'a pas pu se tenir dans les conditions qu'on espérait. Pourquoi enfin, ce choix autour du cinéma, d'investir beaucoup sur l'art cinématographique? D'abord parce qu'on est une région qui est une région où nos paysages, nos lieux de tournage devaient être encore valorisés. Donc positionner la région sur l'image, sur la série, sur le tournage, c'était aussi peut-être placer la région là où d'autres, ou certains n'osaient pas l'amener, où d'autres ne la voyaient pas aller. Donc ça a été vraiment un pari qui a été construit avec des acteurs qui sont venus, qui ont construit ce grand rendez-vous mondial maintenant. Sérimania, c'est un rendez-vous mondial. Ceux qui me demandaient au départ, mais qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Aujourd'hui, se sont tus parce que c'est un rendez-vous mondial maintenant. On a eu certes l'interruption en raison de la crise sanitaire, mais on a quand même des éditions qui ont montré que la manière dont il avait été construit, ça répondait à la fois à cette exigence de placer le niveau d'un festival qui attire des professionnels du monde entier, et puis en même temps une forte volonté de la part de Xavier Bertrand de faire que ce soit un festival populaire. C'est-à-dire que c'est un festival où le public va dans les salles pour découvrir en même temps que les professionnels de nouvelles séries. Ce n'est pas n'importe quel festival. Il correspond bien à la manière dont on veut travailler la culture, c'est-à-dire l'exigence, l'excellence, mais aussi la démocratisation culturelle. Et c'est ça la clé de la réussite, c'est de faire les deux, de ne pas dire l'excellence doit concerner un petit nombre. L'excellence peut et doit concerner
tout le monde. Tout le monde a le droit à l'excellence. Et Sérimania, c'est ça. Et Sérimania, c'est aussi finalement le prolongement de cette ambition qu'on a eue sur la coproduction. On a attiré beaucoup plus de tournage désormais en montant les capacités de cofinancement par la région. Maintenant, quand on va au cinéma, très souvent, on voit qu'à la fin, dans le générique, il y a le logo de la région Hauts-de-France parce qu'on a participé. Une des premières terres de tournage. Hein, et maintenant, on est devenu une des hein. premières et on a monté toute la chaîne économique parce que le cinéma et la culture, globalement, c'est aussi une économie très importante. Et de grands succès. Alors, bon, malheureusement, les cinémas, on le sait, ont été impactés, mais par la crise, comme tout l'univers culturel. Alors, les cinémas, on a un maillage d'ailleurs qu'on essaye de renforcer parce qu'on est très attaché aussi à la présence des cinémas aussi dans les petites communes ou dans les communes moyennes. C'est souvent des indépendants. Ils ont été très touchés par la crise et on les avait beaucoup accompagnés pour pouvoir moderniser les moyens de projection, pour pouvoir faire aussi de la médiation, c'est-à-dire on a des médiateurs culturels qui ont été financés par la région pour créer vraiment une ambiance autour d'un film. Ça a beaucoup ramené aussi des nouveaux publics, ça a permis aussi d'utiliser l'œuvre comme un moyen d'échange et de débat. Maintenant, on sait que après cette crise sanitaire, l'économie des cinémas indépendants, il va falloir y faire très attention parce qu'il y a sans doute des petites salles avec un seul écran ou deux écrans qui sont dans une situation économique très fragile. Et donc, nous, on se caractérise par le fait qu'on a finalement beaucoup de petites salles avec peu d'écrans. Au total, encore quand même un peu moins d'écrans par population qu'au plan national. On est encore en dessous, donc on doit encore continuer et réaffirmer ainsi notre ambition pour le cinéma. Bruno, vous êtes le président de l'Orchestre de l'Harmonie de Saint-Omer. Ça fait partie de notre culture, de la culture de Saint-Omer, bien évidemment, mais plus largement. Vous nous en dire un petit mot? C'est combien de personnes? Comment ça fonctionne? Alors moi, je suis président de l'Amicale. De l'Amicale. L'Harmonie municipale. Donc, il y a deux entités, il y a l'harmonie et la batterie fanfare. Donc, il y a à peu près 90 personnes qui jouent toutes les semaines, qui répètent toutes les semaines pour produire pour le public de Marois, pour le public du territoire et même au-delà du territoire. Ça n'a pas été simple avec les différents confinements successifs, puisqu'il a fallu rester à la maison. Et ça n'a pas été simple dans la mesure où jouer tout seul à la maison, c'est pas pareil que jouer avec les autres. On a essayé de créer beaucoup de liens, on a mis beaucoup de souvenirs sur les réseaux sociaux, on a travaillé beaucoup avec le conseil d'administration sur des nouveaux projets. Alors l'harmonie a 190 ans cette année, parce qu'elle date de 1831. Il va se passer plein de choses cette année à Saint-Omer et l'année prochaine, parce qu'on va le faire à cheval 2021-2022. On a beaucoup travaillé sur différents événements, pas que musicaux, mais des événements qui intéresseront sûrement le public audomarois, avec des choses très très diverses, très variées. Monsieur le maire n'est même pas encore au courant. On n'a pas encore eu le temps de lui dire. Je ne sais pas si on lui dira, on va peut-être garder la surprise. Et puis, ce qui est intéressant dans cette harmonie, c'est que dans toutes les harmonies, toutes les batteries fanfares de France, c'est qu'il y a une très grande mixité sociale. Et tout le monde a plaisir à se retrouver. Alors, bien sûr, pour jouer, pour répéter, pour se produire et surtout pour se retrouver des moments de convivialité. Après les répétitions, il n'est pas rare qu'il y ait un anniversaire à fêter, quelque chose d'autre à fêter. Même s'il n'y a rien à fêter, on boit un petit coup quand même. On trouve toujours une occasion. Et voilà, donc c'est vraiment comme toutes les harmonies du coin. Il faut savoir que dans les régions des Hauts-de-France, je crois que c'est la plus grande région où il doit y avoir des milliers d'harmonies, de batteries fanfares, de musiciens amateurs. Alors tout à l'heure, M. De Coster parlait du monde amateur. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont été très, très impactés. Il y a un plan fanfare qui est en cours là, avec la DRAC qui pilote, les DRAC qui pilotent dans chaque région. Et j'étais en réunion avec les fédérations il y a encore quelques jours, et la priorité des priorités, ce sera vraiment d'aider celui qui ne va pas bien. C'est-à-dire celui qui va devoir mettre la clé sous la porte, ce sera vraiment le but de l'aider pour qu'il ne ferme surtout pas l'école de musique, qui est souvent associative parfois, ou l'harmonie qui ne va pas bien. Et après, il y aura un deuxième temps où les harmonies, les batteries fanfares, qui auront des projets innovants, qui vont réussir à se réunir avec d'autres harmonies. Il y aura un petit financement qui sera possible. D'ailleurs, sur le territoire de la communauté d'agglomération de Pays de Saint-Omer, on est déjà en train de travailler avec les différentes harmonies. On a notre deuxième visio, il y a des grosses pistes, des beaux projets, mais comme ce n'est pas
finaliser, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Moi, je trouve qu'on a la chance pour la région, comme Bono vient de le dire. On est la région de France où il y a le plus de fanfares, d'harmonie. C'est le nouveau directeur régional des affaires culturelles, Hilaire Bulto, qui m'en parlait il y a 3 jours à peine. Ça l'a frappé de voir cette richesse qu'on a dans plein de communes. Ce sont des lieux vraiment mais fondamentaux de culture et j'allais dire de lien social. Une harmonie, c'est un lieu de mixité extraordinaire. On a fait des choses incroyables avec l'harmonie. Ils ont une renommée internationale maintenant. Ils sont allés à Taïwan, ils sont allés aux États-Unis, ils se préparent à aller en Corée. C'est incroyable. Et ils emmènent, j'allais dire, des gens qui ont des métiers mais très, très variés. Alors, il y a des gens qui sont dans la musique, mais il y a des gens qui ne sont pas du tout dans la musique. Et puis, ils emmènent des gens qui n'ont pas encore 20 ans, et puis des gens qui en ont presque 4 fois 20 ans. Ça, c'est aussi la richesse de la culture. Et vraiment, dans les harmonies, dans les fanfares, ça se retrouve. Et moi, je trouve que c'est vraiment un très bel exemple de ce qu'on veut essayer de faire. Marie-Noël. Pour rebondir, puisque c'est intergénérationnel, pas plus tard que ce matin, j'ai rencontré la Fédération des archers du nord de la France, qui est un sport traditionnel sur notre territoire, intergénérationnel aussi. Et c'est aussi... alors, ils sont très, comment dire, ils veulent sauvegarder ces traditions et ça fait vivre nos communes et ça rassemble énormément de monde lorsqu'il y a les tirs à l'arc. Donc, le tir à l'arc et la pêche verticale, c'est comme une spécialité de notre région. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est vrai que les communes rurales ont bénéficié de spectacles, mais je me fais le porte-parole forcément de nos territoires ruraux, des communes alentours de Moule. Les gens me disent oui, c'est bien beau, on a eu des choses, c'était très très intéressant, mais on nous l'impose quelque part. Nous, on aimerait être impliqués en amont pour pouvoir choisir, parce qu'on connaît nos habitants, on sait ce qui peut vraiment les intéresser. Et ça, vous voyez ça comment quand vous dites en discutant auparavant avec les différents acteurs, en disant ben voilà, on peut proposer ça, ça et ça, vous le voyez mieux vous sur quel site, etc. C'est parce que les gens sont demandeurs. Je vous disais, on pourrait faire aussi du recollement sur les histoires de famille, parce qu'on a des choses qui se perdent et on a des... J'étais avec des professeurs des écoles qui me disaient, bah oui, les enfants, quand ils parlent de leurs grands-parents, etc., ça existe ça, dans des communes ou dans des villes, faire le recollement comme ça de la vie des habitants, ça pourrait être très intéressant, parce que veulent les gens? Les gens aiment qu'on parle d'eux, de leur histoire aussi. Ça, c'est une autre piste aussi. Autre piste aussi en matière de développement durable, c'est sûr que nous sommes à la campagne. Vous allez me dire, bon, les enfants savent ce que c'est quand même qu'un jardin, etc. Oh, mais pas si sûr. On pourra en parler longuement, ça pourrait être un sujet. Donc, faire connaître aussi aux enfants cette diversité par le biais de petits jardins peut-être. Là, vous parlez à un convaincu. J'étais ce matin à Lille, au lycée Pasteur, où on inaugurait un jardin qui a été cofinancé par la région, un potager, en co-construction avec le directorat de Picardie, ex-Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Et on en a créé 5 dans 5 lycées, et avec les parents d'élèves, avec les professeurs. Et moi, je crois beaucoup à les vertus aussi de cette forme d'éducation. Oui. Les mains dans la terre. Donc, je pense que c'est très important, y compris dans les centres urbains, mais aussi dans les campagnes. Vous prêchez une convaincue. Voilà, on est deux, on va travailler ensemble. Il y a d'ailleurs Anne Pinon qui est en ligne, ma colistière de la Somme, que je retrouverai peut-être tout à l'heure ou demain à Amiens ou à Saint-Valery, où j'irai ensuite. Anne, bonjour. Est-ce qu'on t'entend? Moi, je vous entends parfaitement. J'entends même les gazouillis des oiseaux. Donc, c'est formidable. Moi, je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Vous m'entendez? Parfaitement, oui. Bon, très bien. Bonjour à tous. Alors, je m'excuse, j'ai pris un petit peu en cours.
Et donc, j'ai pu entendre tout le témoignage sur le dynamisme à Saint-Omer et ça ne m'étonne pas du tout de François d'avoir pu entraîner avec lui et d'avoir pu faire que Saint-Omer soit un lieu de culture très intense, très varié et surtout réussir d'emmener tous ses habitants, les habitants de Saint-Omer, sur des projets culturels. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais voilà, j'ai manqué certainement le début. Donc voilà, je suis évidemment prête à apporter ma petite contribution si vous le souhaitez sur une question particulière. Merci Anne. Écoute, la coordination n'est pas totale et c'est de notre faute. Je suis désolé, mais merci à toi de bien avoir voulu dire quelques mots. François, je te laisse reprendre la main. Simplement dire, je suis très heureux qu'Anne, dont l'agenda est très chargé parce qu'elle est très engagée dans la campagne. Elle a été une excellente présidente de commission. Ça a été vraiment un bonheur de travailler ensemble. Et je pense que la politique culturelle, on a vraiment eu à cœur de faire en sorte qu'on puisse la porter, tous les élus de la majorité, pour faire en sorte qu'on puisse s'adresser à tout le monde. Il y a un maître mot qui a été dit et répété par Xavier Bertrand pendant cette campagne aussi. On est les seuls à pouvoir dire, nous, on n'est pas sectaires. Voilà. Et ça, c'est très important aussi de le dire, mais sur toutes les thématiques, j'allais dire peut-être encore plus sur la culture, parce qu'on ne peut pas imaginer une culture sectaire. Ça n'existe pas. Et donc, de ce fait-là, je crois que c'est par nature, par construction, c'est une politique qui doit être très collective, qu'il faut pouvoir partager. Donc Anne, avec nos collègues, on a pu aller aux 4 coins de la région Hauts-de-France, rencontrer les acteurs culturels pour pouvoir échanger. Là, je pense qu'on aura ce gros travail collectif qui va devoir se prolonger avec ce qu'on vient de traverser, pour voir aussi ce qui a bien fonctionné, ce qu'il faut améliorer sur la politique culturelle. On parlait des différents lieux, de la question de l'émergence, il y a la question des différentes filières, parce qu'on en a évoqué beaucoup, mais pas toutes. On pourrait parler de la photo, on pourrait parler de la culture scientifique, technique, peut-être dire quand même, industrielle. par exemple, l'Institut de la photographie, puisque j'y suis passé, là, je suis passé devant tout à l'heure, et il y a une expo de Gaulle. Tu dire un mot aussi, puisque ça, c'est un projet que les gens connaissent mal, puisque c'est un projet qui démarre, puisque le bâtiment, je ne sais pas exactement d'ailleurs où on en est dans les travaux, tu peux peut-être en dire un mot. L'Institut sur la photo, c'est vraiment la volonté qu'on a eue de créer un lieu qui soit un lieu à la fois où on peut montrer, mais aussi on fait de la création, là où on conserve également, c'est-à-dire un lieu qui couvre l'ensemble du champ disciplinaire de la photo, et de le faire avec les acteurs de la région, parce qu'on a aussi des acteurs régionaux très engagés dans la région, et de faire en sorte que ça soit reconnu. Alors c'est vrai que là, ces derniers mois, les choses se sont faites un peu sous cloche, mais vraiment on a des équipes qui ont envie de montrer tout cela le plus rapidement possible. On l'a fait avec des gens de la région, avec des gens qui sont venus d'ailleurs de la région. On a des grands spécialistes. Hein, on a évidemment les rencontres d'Arles qui sont venus nous donner un coup de main, c'est une grande référence. On a aussi le musée de l'Élysée en Suisse qui nous a accompagnés. C'est finalement la directrice qui est venue. C'est dire que aussi au travers de cette ambition pour la photo, on a cette volonté de pouvoir aussi emmener tout le monde et de faire venir des nouvelles personnes. La photo, c'est aussi une expression culturelle qui est très partagée. Qui n'est pas photographe d'une manière ou d'une autre? Et puis en même temps, il y a une éducation à la photo, de pouvoir apprendre à reconnaître, apprendre à apprécier une photo. Donc, j'allais dire, on a essayé bien naturellement d'aller sur tous les champs disciplinaires, c'est essentiel. On pourrait parler de la danse, il y a la volonté aussi d'accompagner les grands lieux de danse. On a des lieux labellisés d'exception sur notre région. On les a beaucoup accompagnés. On a essayé de faire aussi en sorte de les amener à pouvoir couvrir peut-être davantage le territoire. Puis on a fait venir aussi quelquefois des grands chorégraphes avec des appels à projets, avec des volontés de pouvoir les héberger pendant 3 ans, faire en sorte qu'ils puissent être mobiles sur toute la région. C'est vrai aussi, j'allais dire un mot sur la culture scientifique, technologique et industrielle. La CSTI, c'est très important aussi pour pouvoir faire en sorte que tout ce savoir-faire, cette culture de l'industrie, de la technique, soit aussi valorisé. Ce sont des lieux d'éducation qui sont très forts et ça doit être des lieux de fierté également. Donc,
J'en oublie sans doute, mais une politique culturelle, c'est une politique à 360. C'est à 360 sur les champs disciplinaires concernés, les faire travailler ensemble là où on peut. C'est 360 sur l'ensemble des territoires, qu'on soit des grandes communes, des petites communes, qu'on soit dans l'urbain, dans le rural, qu'on soit, j'allais dire, près de Paris ou qu'on en soit très loin, près d'une frontière ou au cœur de la région. C'est 360, c'est-à-dire à la fois des gens qui sont très engagés dans la culture parce que ça peut être leur métier, parce que c'est une passion, ou des gens qui le sont un peu moins. Et donc, il faut aussi qu'on pense à voir comment on fait. On a parlé un peu musique actuelle. C'est par exemple des formidables festivals, je pense au Festival Picard, qui est un superbe festival de musique actuelle en ruralité qu'on a essayé d'accompagner. On a créé ce mécanisme de résonance qui permet, par exemple, d'accueillir des prolongements de ces grands festivals dans des territoires qui n'auraient peut-être pas l'ingénierie pour pouvoir le faire, mais qui auraient la volonté et la région accompagnée à hauteur de 50%. Nous, on a accueilli, par exemple, un grand festival de musique électronique, le Name Festival, qui est plutôt sur Roubaix. On l'a accueilli dans la communauté d'agglomération. On l'a fait où? On l'a fait dans la chapelle des Jésuites. C'était super. La condition publique, c'est déjà merveilleux à Roubaix, mais on a eu aussi une émotion particulière en les accueillant. Ces résonances, ça permet de profiter de ces grands noms, ces grands festivals. C'est tout ce qu'on a fait sur haute fréquence. C'est plein de musique actuelle, là où les communes sont volontaires pour pouvoir accueillir des concerts. C'est évidemment tout ce qu'on a fait sur Jardin en Seine, etc., etc. Donc vraiment, c'est une politique à 360. Avant de parler un peu du territoire, Elisabeth Brunio, je voulais vous poser une question simple. Qu'est-ce que vous attendez de nous là, au cours des années qui viennent? Si vous avez un message à faire passer à Xavier, quel message vous le feriez passer? Puisqu'il aime bien être apporté d'engueulade, pas seulement d'engueulade, mais de suggestions et de propositions, mais de manière simple. Qu'est-ce que vous attendez, notamment de François, quand même, parce que c'est aussi c'est le pilote. Hein. Merci. J'allais dire, c'est assez clair. Pour nous, on se fait aussi porte-parole de l'art de rue, qui peut parfois être considéré comme, je veux dire, un sous-art, mais qui finalement est une clé de voûte et un vecteur, on l'a dit, de lien social et aussi d'accès au plus grand nombre vers une culture qui va peut-être être a priori moins accessible. Je pense qu'au travers, alors je vais parler de ce que je connais bien, en tout cas sous les pavés l'art, au travers du festival qu'on a mis en place ici et qui a eu un grand succès, on a rencontré beaucoup de personnes qui ont découvert l'art de rue et qui, à un moment donné, se sont dit que pour eux aussi, il y avait une potentialité d'accessibilité, que ce soit à la Barcarolle ou partout ailleurs. Et donc, c'est une considération peut-être, j'allais dire encore plus forte, de ce qu'est l'art de rue et de le considérer comme tel, comme un art humble, un art digne, populaire, mais d'excellence. Voilà, pour reprendre vos mots très clairement. Je crois que, en l'occurrence, au travers de Sous les pavés l'art, les artistes qu'on a accueillis, qui sont des artistes d'exception, voilà, qu'on a sélectionné avec, j'allais dire rigueur, mais oui, une rigueur dans leur talent qui est le clown et l'art du clown, et qui est un art accessible. On parlait d'humain tout à l'heure, parler à l'humain. Je crois que la culture, c'est son maître mot, parler à l'humain. Qu'est-ce qui résonne en nous en termes émotionnels? Je crois que le clown, en l'occurrence, c'est un art ultime qui vient nous bouleverser, nous questionner et le considérer comme un art à part entière, ça, ce serait déjà formidable. Bruno. Moi, je sais que la région a déjà beaucoup fait là, depuis quelques années, puisque à Saint-Omer, on a pu travailler avec un orchestre belge dans le cadre de la coopération culturelle avec la région des Flandres en Belgique. Donc, on avait répondu à un appel à projet. On a rencontré un orchestre formidable à Harelbeke, qui était venu également sur Saint-Omer. Je sais aussi que la région avait accompagné un peu l'orchestre d'harmonie pour le déplacement aux États-Unis, dans le Maryland, dans le cadre des Sister States avec la région.
Alors peut-être pour parler un peu des harmonies en général, ce qui n'est pas forcément évident, c'est tout simplement de remplir un dossier. Lorsqu'il y a un dossier qui est proposé, c'est de plus en plus compliqué. Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une très très belle équipe qui est polyvalente, elle sait faire beaucoup de choses. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste dans la comptabilité, par exemple. Mais je sais qu'il y a des harmonies qui n'osent même pas ouvrir le dossier parce qu'ils ne s'en sortent pas et ils sont désabusés lorsqu'ils voient les 50 pages à remplir, etc., etc. Donc voilà, peut-être qu'il y aurait peut-être un accompagnement à faire et peut-être aussi voir des subventions peut-être plus raisonnables, parce que souvent on nous parle de chiffres, etc. Mais je sais qu'il y a des harmonies, des fanfares, des petits orchestres qui même 1 000 € parfois, c'est extrêmement important dans un budget et ça leur suffirait complètement et pas besoin de remplir 50 pages pour peut-être obtenir quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. C'est un vaste sujet qui dépasse la question des harmonies, peut-être. Ah bah, si je peux me permettre simplement, parce que c'est vrai que j'ai, merci, oublié de le souligner, de le signaler, c'est-à-dire qu'au travers de cette crise qu'on a tous subie, je tiens aussi à remercier l'ensemble des dispositifs et des intervenants régions qui ont été à notre écoute et qui nous ont permis, en l'occurrence au du tremplin, à trouver de nouveaux dispositifs, à nous recréer quelque part, nous réinventer pendant cette période où tout s'est arrêté subitement, où on n'avait pas la possibilité de faire des représentations publiques. Et en l'occurrence pour nous, nous avons eu la possibilité d'accueillir en résidence par rapport à des dispositifs régions. On a pu accueillir, soutenir à l'émergence, vous en avez parlé tout à l'heure. Et en l'occurrence, toutes ces choses-là qui peut-être étaient dans des projets futurs, se sont retrouvées d'actualité et on a pu être accompagnés dans le fait de les mettre en place dans la crise qu'on a subie. Alors, c'est pas tant dans l'avenir, quand bien même j'espère qu'ils subsisteront. Quoi qu'il en soit, ça nous a vraiment aidé à tenir debout. Et alors bien sûr, il y a l'aspect financier, ça c'est important aussi, mais c'est aussi d'un point de vue activité. C'est-à-dire ce qui nous tient, et je pense que la crise, ce qu'elle nous a appris aussi, c'est que le travail, certes, c'est financier, c'est des revenus, mais c'est aussi toutes les valeurs autour du travail, d'être actif, de se sentir utile. Et ça, en ça, la région a été plus que présente. Merci. Je vais passer la parole peut-être un instant à Anne qui c'est plutôt une bonne nouvelle et qui me parlait d'un logiciel qui permettrait de fluidifier les choses. Donc, je lui repasse la parole un instant pour préciser ces aspects techniques qui ne sont pas négligeables. Non, c'est juste en effet sur l'aspect technique, c'est vrai que ça fait partie, dans le cadre des échanges que nous avons avec les acteurs culturels, c'est un volet important. En effet, comment on dépose un dossier, comment on fait pour que ce dossier soit complet et que notre demande soit validée. Parce que parfois, on a les acteurs culturels qui nous disent, bah voilà, on a déposé un dossier, on ne comprend pas, on n'a pas de retour. Et en fait, on se rend compte que juste peut-être une petite touche comme valider n'a pas été effectuée et le dossier, de ce fait, n'est pas instruit. Donc, on a entendu en tout cas les difficultés pour les dépôts des dossiers, faciliter les choses. C'est en effet ce qu'on nous demande aussi. Et donc là, on a un nouveau logiciel qui est en train d'être mis en place et normalement, il devrait être effectif pour votre prochain dépôt de dossier avec de nouvelles modalités, j'espère plus simples. En tout cas, c'est l'objectif et un dossier qui nous permettra d'avoir un lien donc plus efficace, je pense. Merci Anne. Je vois Frédéric aussi qui veut peut-être dire un mot. Je le vois derrière l'écran de manière un peu lointaine. Frédéric Lefebvre, hein, qui est donc adjoint au maire de Roubaix en charge de la culture et puis le président de la condition publique à laquelle je faisais justement référence tout à l'heure. Bonjour à tous. Écoutez, moi je voudrais simplement dire que comme élu à la culture, je mesure au quotidien l'action positive qu'a eu la région ces dernières années et je souhaiterais en remercier évidemment François, Anne Pinon et tous ceux qui ont contribué autour de Xavier Bertrand à développer la culture. Je voudrais simplement citer quelques exemples. Tout à l'heure, vous évoquiez la politique de la région en termes d'accueil, de tournage, autour de longs métrages, de séries, de reportages ou de clips vidéo. Eh bien, ça a une répercussion directe sur les territoires. En quelques années, en 2-3 ans, on a multiplié par 3 ou par 4 à Roubaix
le nombre de tournages, et les chiffres montrent que pour 1 euro qui est investi sur un tournage, c'est 5 à 7 euros qui reviennent au territoire en faisant vivre des intermittents du spectacle, des techniciens qui sont souvent recrutés sur place ou à proximité immédiate. C'est aussi un certain nombre d'écosystèmes autour de la restauration, de l'hôtellerie. Alors c'est vrai que ces derniers mois, c'était un peu perturbé pour les raisons qu'on connaît tous, mais néanmoins, c'est le secteur commercial autour de la restauration, autour de l'hôtellerie qui fonctionne à plein, et ça concourt fortement à faire vivre les habitants, en plus évidemment que de donner de la satisfaction, parce qu'il y a évidemment énormément de fierté à voir sa ville dans un film ou dans un reportage. Je donnerai aussi d'autres exemples. C'est le rôle très important qu'a joué la région autour de l'extension du musée La Piscine. Sans la région, je dis bien sans la région, cette extension n'aurait pas pu être envisagée, parce que lorsque vous êtes un musée municipal, vous ne pouvez pas, au bout d'un moment, absorber tous les frais de fonctionnement qui forcément sont la conséquence des agrandissements, des extensions. Et la région a permis à notre fleuron ici à Roubaix, vous savez, c'est un peu notre pépite, de fonctionner et de devenir finalement le premier musée de région au niveau national. C'est une grande fierté. Sans la région, ça n'aurait pas été possible. Et puis ce matin, vous parliez tout à l'heure de la danse, j'étais au Gymnase, qui est le centre de développement chorégraphique national, qui est fortement accompagné par la région. Et sans cet accompagnement, eh bien, c'est la création. C'était François qui parlait du premier rôle de la création artistique de la région Hauts-de-France. Eh bien, sans la région, la création aurait été beaucoup moins vive, beaucoup moins généreuse. Parce que la culture, enfin, faut bien comprendre que la culture, c'est évidemment un partage d'émotions, c'est évidemment une émancipation, c'est évidemment le partage, mais c'est aussi sur le territoire un développement de l'activité économique. On le voit bien à travers la crise que nous venons de vivre, et qui a particulièrement touché chez nous à Roubaix les plasticiens, enfin tous les créatifs, tous les artistes qui ne sont pas salariés de structure, mais qui sont des professionnels à leur compte, et qui, en l'absence de lieux d'exposition, de lieux de rencontre du public, ont été dans une situation bien compliquée. Voilà, donc merci à la région. Je le dis d'autant plus volontiers que je n'y suis pour rien, puisque je n'ai pas travaillé sur les dossiers sur lesquels vous avez travaillé. Je dis vous collectivement, François, Anne, autour de Xavier Bertrand. On sait ce qu'on lui doit. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout à l'heure, on évoquait la nécessité continue de toujours aller dans les territoires. Alors nous, on pourrait dire aussi aller dans les quartiers, parce que on le sait bien, même en ville où il y a des grandes structures culturelles qui sont un peu des locomotives, on sait bien que certaines populations sont un peu éloignées, sont un peu parfois un peu timides, ont du mal à appréhender ces locomotives, et il y a une nécessité encore plus que jamais d'aller à la rencontre de ces publics-là. Alors c'est d'aller à la rencontre des publics ruraux, évidemment, mais c'est aussi d'aller à la rencontre de quartiers très éloignés de la culture. Et en ça, la région a toute sa place à prendre, et je sais qu'elle la prendra. Deux petites remarques pour rebondir sur ce que tout à l'heure Elisabeth disait. Il faut qu'on soit en capacité de toucher les artistes, et il y a des disciplines où il va falloir qu'on poursuive ce travail. Je pense à tous les plasticiens.
plasticiens qui peuvent travailler parfois de manière un peu solitaire. C'est toute une filière sur laquelle on a beaucoup de richesses et il va falloir qu'on trouve aussi la manière de pouvoir travailler collectif. Et puis Frédéric évoquait la culture comme bien sûr une source d'émancipation, de citoyenneté, puis aussi un secteur économique important. C'est tout ce qu'on a aussi essayé de faire sur le patrimoine. Le patrimoine avec des volontés très fortes de pouvoir amener les territoires et les habitants à revoir leur patrimoine, le valoriser. C'est un travail sur le patrimoine rural qui a été considérable, qu'on a développé sur tous les territoires de la région. Et on a essayé aussi de un petit peu débloquer certains de critérisation pour faire en sorte qu'on puisse vraiment aller aider là où on a besoin, où on a des volontés de faire. Le patrimoine, c'est aussi toute une économie de savoir-faire très important et qu'il faut conserver. Et il y a un effort particulier qui a été fait, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, récemment dans le cadre de la crise, pour que des chantiers qui étaient prévus sur le plus long terme soient lancés dès maintenant. Ça, c'est important. Ouais. C'est essentiel de voir comment on peut donner de la visibilité à des dispositifs et en même temps avoir un peu d'agilité. Donc, la crise sanitaire, elle nous oblige à cela. C'est vrai qu'après, on avait à la fois une expérience en matière de politique du patrimoine, puisque notamment sur l'ancien Nord-Pas-de-Calais, il y avait une politique très forte, notamment sur le patrimoine rural, mais on a pratiquement triplé les budgets pour pouvoir le faire, et puis aussi pour un peu accompagner des opérations qui se situent quelquefois dans des communes moyennes, ou pour pouvoir aller sur des villes d'art et d'histoire. C'était aussi très important, parce que derrière, c'est plein d'emplois extrêmement des compétences, des savoir-faire qui sont parfois très anciens et qui sont très importants de conserver. Je dirais un mot, tu parles des plasticiens. Aujourd'hui a lieu l'ouverture du Festival des Ortillonnages à Amiens. Donc j'en dis un mot. Il y a beaucoup de plasticiens qui interviennent, pas seulement des paysagistes. Et donc je les invite alors à venir nous voir pendant les 2, 3, 4 mois qui viennent à Amiens, au cœur d'Amiens. Avec plaisir. Je remercie tous les participants. J'aperçois mon ami Christian Reuilly, un grand de la culture qui a récolté plusieurs lions d'or à Cannes, un ami de Jean-Paul Goude. Vraiment, merci Christian d'être là. Est-ce qu'il y a des interventions d'ailleurs en ligne? Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. En tout cas, on va dire peut-être un mot quand même de Saint-Omer et de la région. Marie, d'abord. Sur ce qui va se passer, sur ce que vous attendez, sur ce que la population attend, sur ce que vous souhaitez faire. Nous n'avons pas parlé de notre marais, le marais Audomarois, qui est le plus beau de France. Tu es d'accord, François? Alors, vous êtes d'accord? Évidemment, et puis il y a Amiens aussi. Et des bateaux, faiseurs de bateaux, Oui, puisque faiseurs pour le de bateaux. Festival des Ortillonnages, nous Voilà. avons utilisé les talents. D'ailleurs, de bateaux. voilà, il y a un certain nombre de bateaux qui ont été Et livrés, d'ailleurs, là, notre ami très récemment. Gilbert Filager m'a envoyé Oui. la petite vidéo de l'arrivée des bateaux qui ont été faits à Saint-Omer par les faiseurs de bateaux. Voilà encore un savoir-faire qu'il était important de C'est conserver. de la culture. C'est de l'artisanat et de la culture et du beaucoup de talent. Oui. Donc, continue à promouvoir notre marais Audomarois, nos produits du terroir, parce que nous sommes une région quand même très riche en la matière, et continuer à aider nos producteurs locaux qui, en plus, avec le confinement, ont encore plus développé les circuits courts. Et de plus en plus de personnes y ont recours, mais ces personnes... Pardon, problème de micro, mais ça, c'est les joies du direct pour les. Oui, je disais, continuer à aider nos producteurs locaux qui ont développé, qui continuent à développer des circuits courts. Et dans la ruralité, c'est très demandé, c'est très bien perçu. Et ces gens ont vraiment besoin, ils réalisent un travail phénoménal, un nombre d'heures de travail journalier, quotidien, qui est impressionnant. Et ils ont à cœur leur métier et je dis qu'il faut continuer à les aider et continuer à promouvoir nos produits du terroir. Nous sommes des gourmands. Moi, j'ai trouvé un très bon maroilles. On est un peu loin de maroilles, mais aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, ici à Saint-Omer, ce qui prouve que il y a de l'export aussi, intralocal. François, est-ce que tu veux dire quelques mots sur le territoire? Pour parler un peu du territoire, évidemment, comme tous les territoires, le défi de l'emploi, c'est très important. Avec notamment les dispositifs de la région couplés avec ceux de l'agglomération, en 5 ans, on a fait baisser de près de 25% le taux de chômage. C'est considérable. Alors, c'est bien sûr des très grosses opérations. Sans Xavier Bertrand,
la région n'aurait pas été autant engagée sur la recapitalisation d'Arc. C'est Gros dossier, hein. extraordinairement important. Sur Wastepaper, je pense vraiment, moi je témoignerai qu'avec Xavier, on a été sans doute les seuls à croire qu'il pouvait y avoir une reprise. C'était compliqué quand on allait voir parfois les administrations d'État, quand on allait chercher aussi des financements auprès des banques. C'est important de le rappeler parce que ça, souvent, les gens, malheureusement, ont une vision de la politique qui est un peu caricaturale. Tout ce travail qui est fait, qui est un travail vraiment et personne difficile. n'y croyait. Et avec Xavier, nous, on y croyait. On avait un porteur de projet, on avait le savoir-faire des salariés qui étaient très engagés pour conserver l'outil de travail, la machine à papier, pour faire en sorte qu'on puisse conserver. On fait du verre, on fait du papier carton, on fait de la bière, on fait des produits locaux, on fait beaucoup de choses et on a envie de conserver ça parce que un des grands défis pour l'avenir, c'est aussi finalement l'avenir de ces agglomérations moyennes, de ces villes moyennes. Elles ne sont pas les grandes villes de la région, mais il y a beaucoup de talents. Il faut qu'on soit en capacité d'offrir tous les outils qui permettent d'avoir à la fois cette formidable qualité de vie qu'on a, évidemment, nos 700 km de voies d'eau, pouvoir aller se balader, on fait 2 km, on est du centre-ville, on est déjà dans les marais, pouvoir profiter de notre patrimoine historique, de nos rues anciennes, mais on a besoin d'avoir du boulot. Nous, on est un pays aussi industriel, c'est 1/3 de l'emploi qui se fait dans l'industrie, c'est un savoir-faire qui est phénoménal, il faut pouvoir dire qu'il y a de l'avenir dans l'industrie, et si on le dit pour la région, et quand on le dit pour la région, on le dit pour l'Audomarois, et puis aussi simplement offrir des outils qui font qu'on est en capacité de vivre ici, et puis de faire en sorte que le résultat de son travail se fasse ailleurs. Tout le travail qu'on a fait de reconversion de l'ancienne gare de Saint-Omer, c'est la station, c'est devenu un tiers-lieu formidable, c'est-à-dire du coworking, du Fab Lab. Au début, il y avait des sceptiques, il y avait des gens qui nous disaient mais qu'est-ce qu'on va aller faire? On pourrait très bien faire ça chez soi. Oui, un dernier mot sur la technologie, la tech ici. Ouais. Vous avez fait des trucs un peu… c'est tout ce qu'on a fait sur la station en particulier, avec cette connexion qu'on a faite avec Euratechnologie. On a conventionné la communauté d'agglomération directement avec la métropole européenne de Lille, pas dans un collectif, mais vraiment les deux, en se disant un territoire comme le nôtre, avec ses talents, ses richesses, il peut apporter quelque chose à la métropole européenne de Lille. Et Lamel, son président, est venu, on a signé ensemble, parce qu'on s'est dit, on a créé les outils qui font qu'on peut faire œuvre commune. Et c'est tout le travail qu'on a mené sur l'enseignement supérieur. On est campus connecté désormais, on est campus cœur des territoires avec le CNAM. On aura bientôt l'administrateur général Olivier Faron qui viendra sur Saint-Omer. C'est tout ça, c'est simplement se dire que quand on a la robustesse du partenariat qu'on a pu avoir avec le Conseil régional pendant 5 ans et demi, il n'y a plus de limite. On est capable d'aller très au-delà de ce qu'on pensait possible auparavant. Et ça, la qualité de l'écoute, du dialogue, la qualité de l'accompagnement qui est celle de Xavier Bertrand à l'égard de tous les territoires, c'est irremplaçable. Je ne l'avais jamais vu. Et ça, c'est très important pour Saint-Omer, c'est très important pour toutes les communes du pays de Saint-Omer, et je pense que c'est très important pour toute la région. Merci François. On est effectivement une équipe. Voilà. Je remercie Bruno, Manuel, Elisabeth. Merci d'avoir donné un peu de votre temps. On se retrouve pour une autre permanence virtuelle demain dans la Somme, sur le marché de Saint-Valery-sur-Somme. Et puis la semaine prochaine, dans l'Oise, dans l'Aisne, dans la Somme, dans le Nord. On n'arrête pas. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.